dans cette affaire véritablement hors norme. Plusieurs centaines d'enquêteurs de police judiciaire, je dis bien plusieurs centaines de police judiciaire mobilisés depuis plus de 2 jours. Pour le parquet de Paris, 23 magistrats qui ont été engagés, près de 10 fonctionnaires mobilisés pour diligenter 48 interceptions téléphoniques, 39 géolocalisations, délivrer 5 mandats de recherche, engager des gardes à vue et prolonger 16 gardes à vue, procéder à 8 perquisitions, 67 expertises et entendre plus de 100 témoins. L'importance exceptionnelle du travail qu'ils ont conduit a permis en un peu plus de 48 heures d'identifier les auteurs des assassinats commis mercredi matin dans les locaux de Charlie Hebdo et jeudi matin à Montrouge. Je voudrais enfin souligner l'engagement et le professionnalisme des unités d'intervention du GIGN, du RAID et de la BAC-BRI qui ont permis de sauver dans des conditions pourtant très dangereuses et aléatoires les otages vivants qui étaient détenus par les terroristes et de neutraliser ceux-ci. J'en viens maintenant aux faits. Je ne reviendrai pas sur le détail des faits que j'avais abordés il y a 2 jours, mercredi, sur le déroulement précis des faits commis dans les locaux de Charlie Hebdo et à proximité de l'immeuble qui ont coûté la vie à 12 personnes, causé 10 blessés, dont 10 graves, toujours hospitalisés et dont un a un pronostic vital toujours engagé. Je voudrais simplement rappeler l'extrême violence des scènes de crime puisque 31 étuis de calibre 7,62, 5 ogives et 3 chemises ont été retrouvées à l'intérieur des locaux et 25 douilles, dont au moins 12 de 9 mm plus une cartouche percutée ont été trouvées à l'extérieur. Dès la commission des faits, de nombreuses investigations ont été lancées. Police technique et scientifique sur les scènes de crime, exploitation de la vidéosurveillance, diffusion de l'immatriculation du véhicule Clio volé par les auteurs des faits dans le 19e arrondissement après les faits pour prendre la fuite, recueil de témoignages et fouille du véhicule abandonné par les auteurs. Dans ce véhicule de type Citroën CD DS3 étaient notamment découverts 10 cocktails Molotov, un chargeur, un drapeau djihadiste, drapeau utilisé à la fois par ACPA et EI, un bandeau noir, 2 talkie-walkie, un GoPro, un gyrophare, un pare-soleil police et un chargeur de Kalachnikov. Était également et surtout découverte une carte nationale d'identité au nom de Saïd Kouachi, né le 7 septembre 1980 à Paris 10e, et sur un des cocktails Molotov, on l'apprendra un peu plus tard, une empreinte digitale de Chérif Kouachi. Saïd Kouachi était par ailleurs reconnu comme étant un des auteurs de la tuerie par un témoin présent dans la salle de rédaction et formellement identifié comme le conducteur du véhicule Citroën C3 et comme l'auteur des tirs sur les policiers. Que peut-on dire sur Saïd Kouachi? Saïd Kouachi n'a jamais été poursuivi ni condamné. Il avait, c'est vrai, été entendu dans le cadre de l'affaire dite des filières irakiennes du 19e arrondissement, mais il n'avait jamais été mis en examen. Son frère Chérif, lui par contre, est connu à raison de 2 procédures. Il a en effet été condamné en septembre 2008 dans les filières irakiennes à une peine de 3 ans, dont 18 mois d'emprisonnement avec sursis. Et il avait surtout été mis en examen dans l'affaire connue sous le sigle ATWH, en lien avec la tentative d'évasion de Haït Ali Belkacem. Et il avait donc à cette occasion été mis en examen et placé sous mandat de dépôt, mais avait, à la suite de l'information, bénéficié d'un non-lieu, faute de charges suffisantes recueillies contre lui. On sait aussi que Chérif avait fait un séjour au Yémen en 2011 et qu'il avait dans son environnement des individus terroristes djihadistes connus pour avoir été formés au Yémen et dont on sait qu'ils se trouvent actuellement au Yémen et en Syrie. Des mandats de recherche étaient donc délivrés à l'encontre des 2 frères dès l'après-midi. L'épouse de Chérif Kouachi était placée en garde à vue du chef d'association de malfaiteurs criminels, donc pour préparer et commettre des infractions criminelles d'atteinte aux personnes, placement en garde à vue intervenant en fin d'après-midi. De très nombreuses investigations, perquisitions, réquisitions téléphoniques, géolocalisation, écoute, étaient menées durant toute la soirée et la nuit pour tenter de localiser les frères Kouachi dans toutes les communes où ils étaient susceptibles d'être hébergés, c'est-à-dire Gennevilliers, Reims et Charleville-Mézières.
C'est ainsi à l'occasion de cette opération que différents membres de la famille des frères Kouachi étaient également interpellés et placés en garde à vue entre 23h et minuit pour association de malfaiteurs en vue de préparer ou de commettre des actes criminels d'atteinte aux personnes à Reims, Charleville-Mézières. Les premiers témoignages faisant état de 2 ou 3 auteurs, vous vous souvenez, des investigations étaient particulièrement menées concernant un dénommé Mourad, dont le prénom, selon un témoin dans les locaux de Charlie Hebdo, avait été prononcé par l'un des terroristes. Il apparaissait en effet rapidement qu'un beau-frère de Chérif Kouachi se prénommait Mourad, et les enquêteurs cherchaient donc également et activement à le localiser. Cette personne devait finalement se présenter spontanément au commissariat de Charleville-Mézières dans la nuit donc de mercredi à jeudi, et il était également placé en garde à vue à 23h. L'identification des frères Kouachi ayant été relayée par de nombreux médias, ce qui aboutissait de fait à faire disparaître tout espoir et toute espérance de surprise à l'égard des gens que nous recherchions, il était décidé vers 3h du matin de diffuser un appel à témoins les concernant. Les 2 frères Kouachi seront vus le lendemain matin à 9h26 dans une station-service de la Nationale 1 à Villers-Cotterêts, où ils vont braquer le gérant qui le reconnaît formellement en indiquant que les 2 individus sont repartis à bord d'une Clio grise et surtout que ces 2 individus, les 2 frères, donc, ont exhibé des armes de guerre qu'ils ont posées sur le comptoir et qu'ils se sont fait remettre un sac de victuailles sous la menace. L'exploitation de la vidéosurveillance confirme la reconnaissance des frères Kouachi. J'en viens au fait qu'ils se sont produits jeudi matin à Montrouge. Vous savez que le même jour, donc jeudi 8, vers 7h10, un accident de la circulation impliquant 2 véhicules intervenait avenue Pierre Brossolette à Montrouge. La police municipale intervenait sur les lieux vers 7h20 et peu après 8h, une policière municipale âgée de 26 ans qui intervenait auprès des véhicules accidentés s'écroulait au sol après que des coups de feu aient été entendus. Elle devait décéder rapidement des suites de ses blessures. Des douilles de 9 mm et de calibre, là encore, 7,62, correspondant à des munitions de Kalachnikov, étaient retrouvées sur la chaussée, tandis que les premiers témoignages laissaient apparaître qu'un homme armé d'un fusil d'assaut Kalachnikov avait fait feu sur la policière municipale. Le collègue de la victime, second policier municipal intervenant et présent sur les lieux, avait lui aussi été visé par l'auteur des faits, mais n'avait pas été blessé. Il résultait des témoignages recueillis que des personnes s'étaient opposées à l'auteur et que l'auteur aurait alors dégainé une arme de poing et aurait tiré, blessant un agent de la voirie qui était là, une balle lui ayant traversé la joue de part en part. L'auteur des faits, après la commission de cet acte criminel, braquait le conducteur d'un véhicule avec une arme de poing avant de s'emparer du véhicule et prenait la fuite. Le véhicule était découvert peu après sur la commune d'Arcueil, à proximité de la gare RER. Avisé des faits et compte tenu de l'attentat commis la veille à Paris, un magistrat de la section antiterroriste du parquet de Paris se déplaçait sur les lieux, dans un premier temps en qualité d'observateur, le parquet de Nanterre étant territorialement compétent pour traiter ce dossier. L'auteur des faits était décrit comme un homme vêtu de sombre, vêtu d'un gilet pare-balles, d'une cagoule, muni donc d'un fusil d'assaut Kalachnikov, d'une ceinture de munitions et porteur d'une arme de poing. Élément important, une cagoule était découverte sur les lieux des faits, donc avenue Pierre Brossolette. Un témoin qui avait vu l'auteur de près et sans cagoule fournissait toutefois des éléments permettant d'établir un portrait robot, puis un premier suspect, puis un second, qui pouvaient tous les deux correspondre à la description de l'auteur, étaient interpellés à proximité du lieu des faits et placés en garde à vue, donc à raison effectivement des similitudes qui pouvaient exister dans les premiers témoignages. On sait que ces 2 personnes aujourd'hui n'ont rien à voir avec les faits qui ont été commis. Au vu du contexte, compte tenu des événements de la veille, des menaces effectivement existant sur notre territoire et des discours menaçants des organisations terroristes djihadistes, au vu de l'armement lourd de l'auteur des faits et du caractère délibéré d'un acte gratuit et visant les forces de l'ordre, le parquet de Paris se saisissait de l'affaire en début d'après-midi à 14h30 et dirigeait dès lors l'enquête ouverte pour assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique, tentative d'assassinat,
infraction à la législation sur les armes et vol avec armes, toutes ces infractions étant en relation et en lien avec une entreprise terroriste. L'enquête était confiée, comme dans le premier dossier, à la direction régionale de la police judiciaire de Paris, à la sous-direction antiterroriste, donc de la direction centrale de la police judiciaire, et enfin à la direction générale de la sécurité intérieure. Les premiers témoignages recueillis confirmaient qu'une arme automatique avait été utilisée au coup par coup. Les investigations menées sur les frères Kouachi et leur entourage, dans le cadre de l'enquête menée à la suite de l'attentat dans les locaux de Charlie Hebdo, permettaient d'identifier un individu, Hamedi Koulibaly, dont on savait qu'il avait été mis en cause dans l'affaire pour laquelle Chérif Kouachi avait été condamné pour des faits d'association de malfaiteurs, à savoir la préparation d'évasion armée de Smaïn Haït Aïdi Belkacem. Pour ces faits, Hamedi Koulibaly avait été condamné à une peine de 5 ans d'emprisonnement en novembre 2013, peine qu'il avait exécutée et à l'issue de laquelle il avait été libéré. La description physique de l'auteur des faits par un témoin confirmait cette piste. Et enfin, l'épouse de Chérif Kouachi confirmait que son mari connaissait très bien Ahmed Koulibaly. Autre élément intéressant sur présentation photographique, un des témoins de la fusillade de Montrouge, qui avait vu l'auteur des faits décagoulé, reconnaissait formellement Ahmed Koulibaly comme étant l'auteur des faits. Nous étions alors, hier soir, jeudi, à 20h30. Des travaux de police technique et scientifique étaient engagés à ce stade des opérations sur la cagoule retrouvée sur les lieux. Et vers 23h, hier soir, une trace ADN était extraite de la cagoule retrouvée à proximité du lieu des faits. Et moins de 2 heures plus tard, l'ADN prélevé était identifié comme étant celui d'Hamedi Koulibaly. Parallèlement, de nombreuses vérifications ont été réalisées pour connaître les éventuels domiciles de Koulibaly. C'est ainsi que des perquisitions de nuit étaient réalisées dans la foulée, à partir de 4 heures du matin, au dernier domicile connu de l'intéressé et de ses proches, sur les communes de Bagneux, Grigny, dans le quartier de la Grande Borne et Fontenay-aux-Roses, et que 3 perquisitions aient été effectuées dans la foulée de ces opérations. Les investigations se poursuivaient toute la nuit. 2 proches, vous l'avez indiqué ce matin, de Koulibaly étaient placés en garde à vue et des mandats de recherche étaient délivrés contre lui et sa compagne, Hayat Boumedienne. Enfin, les lignes téléphoniques susceptibles d'avoir été utilisées par les intéressés étaient placées à la fois sous écoute et géolocalisées en temps réel afin de retrouver la trace de ces 2 individus. J'en viens aux événements de ce jour, vendredi 9 janvier. Ce matin, donc peu après 8 heures, à Nanteuil-le-Haudouin, dans le département de l'Oise, 2 hommes armés surgissaient d'un bois et braquaient une automobiliste en lui expliquant qu'ils étaient là pour venger le prophète et en lui ordonnant d'abandonner son véhicule. Ils prenaient la fuite au volant de ce véhicule, un Peugeot 206, véhicule qu'ils abandonnaient dans la zone artisanale de Dammartin-en-Gouel, en Seine-et-Marne, où ils se trouvaient en présence d'une patrouille de gendarmerie. Un échange de tirs avait lieu immédiatement entre eux et les gendarmes, échange de tirs au cours duquel un gendarme faisait un tir de riposte et parvenait à blesser légèrement au niveau de la gorge un des 2 individus identifiés comme étant Saïd Kouachi. Les fugitifs prenaient la fuite alors et allaient se réfugier dans les locaux d'une société d'imprimerie, Création Tendance et Découverte, c'est son nom, à Dammartin-en-Gouel, et prenaient immédiatement en otage le gérant de cette société. Le véhicule Clio, dans lequel circulaient les frères Kouachi depuis les faits commis mercredi, était quant à lui découvert, embourbé, à Montigny-Sainte-Félicité, à proximité immédiate du vol de la Peugeot 206. Était découvert dans le véhicule une cagoule, un carton de nourriture pouvant provenir de la station Essence Avia qu'ils avaient braqué la veille, ainsi qu'un chargeur de fusil d'assaut Kalachnikov non fourni. Le parquet de Paris, avisé de ces faits, se saisissait de ces nouveaux faits qualifiés de vol avec armes, en bande organisée, enlèvement et séquestration afin de faciliter la fuite. À 10h20, le gérant de l'imprimerie était libéré par les frères Kouachi. Le gérant, lorsqu'il était entendu, indiquait que les auteurs étaient en possession de fusils d'assaut Kalachnikov, d'un lance-roquette et de cocktails Molotov. Il indiquait par ailleurs
Et il expliquait qu'il était sûr de ses propos puisqu'il lui avait lui-même mis un pansement. Il indiquait par ailleurs que Saïd Kouachi n'était que légèrement blessé au cou. Au gré des investigations et des opérations menées notamment à la suite de l'intervention et du positionnement du GIGN sur place, on apprenait que les frères Kouachi étaient en réalité localisés au premier étage. Et nous apprenions aussi qu'un employé de l'imprimerie, on le savait puisque c'est l'employeur libéré qui nous l'avait indiqué, un employé de l'imprimerie était lui aussi reclus, réfugié au deuxième étage du bâtiment de l'imprimerie, dans la salle de restauration, où il était allé se réfugier absolument terrorisé, sous l'évier de la salle de restauration. Sa présence a pu très heureusement rester ignorée des deux terroristes tout au long de ces événements. À 11h45, le GIGN, après s'être positionné, entreprenait la négociation avec les deux auteurs. Et c'est ainsi que des messages étaient laissés sur les téléphones portables en leur possession, messages auxquels les deux frères n'ont jamais répondu. Il ressortait des investigations qui se poursuivaient, notamment les exploitations téléphoniques, que l'épouse de Chérif Kouachi avait passé plus de 500 appels sur l'année 2014 avec la compagne de Koulibaly, Hayat Boumedienne, ce qui est de nature à établir des liens constants et soutenus entre les deux couples. À 13h55 à Paris, vous savez qu'un homme armé entrait dans un supermarché hyper cachère, localisé au 23 avenue de la Porte de Vincennes, et prenait en otage les personnes qui s'y trouvaient. Les services de police et le parquet de Paris se rendaient immédiatement sur place et des vidéos permettaient de confirmer l'identification d'Amédi Koulibaly comme étant le preneur d'otages. Ce dernier revendiquait son acte auprès d'une chaîne de télévision en reprochant à la France de s'être attaqué à l'État islamique et précisait que son dernier contact avec les frères Kouachi remontait au début des attaques, Koulibaly étant chargé, quant à lui, de faire des policiers. Ce sont ses termes. Il indiquait par ailleurs qu'il abattrait tous ses otages si l'assaut devait être donné à Dammartin-en-Goële, où les frères Kouachi étaient retranchés. À 16h, l'enquête sur les faits commis à Vincennes était jointe à l'enquête concernant les faits de Montrouge. Puisque nous avions effectivement, à travers l'identification ADN de la cagoule, la certitude que l'auteur des faits de Montrouge est bel et bien Amédi Koulibaly. Le RAID entreprenait donc une négociation avec l'auteur des faits. Je reviens à Dammartin-les-Goëles. À Dammartin-les-Goëles, les frères Kouachi ne donnaient toujours aucune suite aux appels passés par les négociateurs du GIGN. Jusqu'à ce que peu avant 17h, la porte de la façade d'entrée située au rez-de-chaussée de l'entreprise s'entrouvre d'une quinzaine de centimètres pendant quelques minutes, temps à l'issue duquel les deux frères sortaient munis de fusils d'assaut à la main, et se mettaient à tirer en rafale en direction des forces de l'ordre. Les membres du GIPN répliquaient dans un premier temps par des grenades à effet de souffle, qui avaient pour effet de projeter à terre les deux terroristes, qui continuaient à tirer en rafale sur les membres du GIGN, qui étaient ainsi contraints de les neutraliser, tandis que deux membres des forces de l'ordre étaient blessés légèrement. Les deux terroristes étaient donc tués. L'employé réfugié est caché au deuxième étage, libéré, sain et sauf. Après sécurisation des lieux par les services de déminage qui a duré un certain temps, et nous qui étions sur place n'avons pu quasiment accéder aux lieux et aux corps qu'environ 1 heure après la fin de ces faits. Un lance-roquette M82 avec une roquette engagée, j'insiste, une roquette engagée, 10 grenades fumigènes et 2 fusils mitrailleurs Kalachnikov et 2 pistolets automatiques étaient découverts. Les démineurs ont même trouvé sur le corps de l'un des deux terroristes une grenade, donc qui avait été positionnée a priori, là aussi, en guise de piégeage. Je reviens sur le théâtre de la Porte de Vincennes. Porte de Vincennes, donc un assaut de la BRI et du RAID était lancé à 17h sur l'épicerie cachère. Fusil d'assaut Kalachnikov, d'un pistolet mitrailleur de type Scorpio, donc à l'encontre des forces d'assaut, tandis que 2 autres armes de poing, des pistolets russes Tokarev, étaient ensuite découvertes dans le magasin. 2 fonctionnaires de police seraient blessés à la jambe, BRI Raid, et un plus sérieusement blessé.
il était découvert 4 corps correspondant à des otages dans le magasin, tandis que toutes les autres personnes, vous le savez, qui se trouvaient dans l'hypercachère étaient libérées sains et saufs. L'état des corps, compte tenu d'une part de l'état des corps, compte tenu d'autre part des déclarations faites là encore à une chaîne de télévision par Koulibaly, indiquant, je cite, « J'en ai tué 4 », et sous réserve des conclusions des autopsies à réaliser, tout cela nous permet de supposer qu'aucun otage n'est décédé au cours de l'assaut donné par les forces de l'ordre et que les décès sont vraisemblablement intervenus lorsqu'ils ont été tués par le terroriste lorsqu'il est rentré dans le supermarché. Au moins 4 personnes ont été blessées, donc principalement policiers. Dans le magasin ont d'ores et déjà été découverts 2 pistolets automatiques Tokarev, je vous l'ai dit, armes de poing russe de calibre 9 mm, 2 fusils mitrailleurs, un gilet tactique avec des munitions et un couteau. Nous avons eu enfin les mêmes soucis de déminage que sur le site d'Amartin-en-Goual, puisque des bâtons d'explosifs, il y en avait une quinzaine de l'explosif à usage civil, avaient été disposés dans le magasin, ainsi qu'un détonateur, dispositif donc par lequel le magasin était lui aussi piégé. J'en arrive donc aux conclusions de cette intervention. À cette heure, seuls 5 gardes à vue de proches de frères sont encore en cours. Ce sont là tous les éléments que je peux vous communiquer en l'état des investigations. Je voudrais vous dire que l'enquête va se poursuivre de la façon suivante. Toutes les procédures, nous avons commencé à en joindre certaines, mais toutes les procédures vont être jointes compte tenu des éléments qui établissent une entente qui a pu exister entre ces 3 terroristes pour commettre toutes ces actions criminelles de façon coordonnée dans la plus grande détermination. L'enquête va donc désormais s'attacher à poursuivre les auditions pour déterminer bien évidemment la suite que nous réserverons à ces gardes à vue en cours, pour interpeller aussi la compagne d'Amédi Koulibaly, qui n'est toujours pas interpellée à ce jour. L'enquête va devoir aussi s'attacher à déterminer les éventuelles complicités dont ils ont pu bénéficier. Elle va devoir s'attacher à déterminer le financement de ces actions criminelles, la provenance de ces armes et toutes les instructions ou l'assistance dont ils auraient pu bénéficier, aussi bien qu'en France, à l'étranger et éventuellement aussi au Yémen. Elle va enfin s'attacher à déterminer la place exacte de ces actions criminelles dans le contexte des filières terroristes djihadistes qui sont actuellement en cours d'enquête ou d'instruction. Pour conclure mes propos, ça rejoindra la première pensée que j'avais au début de ce point presse, celle des victimes. Je voudrais simplement vous rappeler qu'une cellule de crise dédiée aux victimes est installée depuis cet après-midi au ministère des Affaires étrangères et que cette cellule interministérielle est accessible 24 heures sur 24, je dis bien 24 heures sur 24, et joignable au numéro suivant 01 45 50 34 60. Je répète, 01 45 50 34 60, numéro qui est donc à disposition, dans le cadre de ce dispositif, de toutes les victimes et des membres de leur famille, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Je vous remercie de votre attention. Voilà donc pour cette conférence de presse du procureur de Paris, François Molins, qui était très intéressante. Nous avons appris beaucoup de choses à l'occasion de cette conférence de presse. On va essayer de partager avec vous tout cela et avec Cécile Denrey. Alors Cécile Denrey, d'abord on en apprend un peu plus sur le profil de chacun des 3 hommes, et notamment sur le niveau de préparation et d'équipement des frères Kouachi, qui étaient équipés pour la guerre. C'est évident qu'ils étaient munis d'armes lourdes. Le procureur de Paris a énuméré le nombre de douilles, le nombre de fusils, mitrailleurs, 10 de kalachnikovs, un lance-roquettes, une grenade trouvée sur